me présente. Je suis Christine Briand, je suis ingénieure développement à l'IFCE sur le bien-être du cheval et j'ai une formation de vétérinaire, également une formation universitaire en biologie et je travaille dans une équipe de recherche sur le comportement animal à l'INRA de Tours-Nouzilly. Donc la conférence va durer à peu près 15 à 20 minutes. Vous pourrez télécharger le PPT soit directement à l'issue de la conférence, vous aurez une petite diapositive qui vous expliquera comment faire, ou alors vous pourrez le télécharger en différé à l'aide du mail d'invitation ou encore un peu plus tard, dans quelques jours, sur le site de l'IFCE. Et à la fin donc, de cette conférence qui va durer à peu près 15 à 20 minutes, vous pourrez poser vos questions par l'intermédiaire du chat et bien sûr j'essaierai d'y répondre dans toute la mesure du possible. Voilà, donc maintenant je vais déconnecter la caméra et on va pouvoir commencer à travailler sur le bien-être des chevaux en gros. Alors, donc cette conférence est associée bien sûr au bien-être des équidés. Et donc nous allons commencer par quelques rappels d'éthologie. Alors donc dans les conditions naturelles, on observe bien sûr soit les chevaux de Przewalski, soit des chevaux féraux, donc des chevaux domestiques qui sont retournés à l'état sauvage. Et donc ces chevaux vivent en groupes familiaux. Donc une famille c'est quoi? En fait, c'est un mâle, un étalon, qui est entouré de 1 à 3 juments non apparentés. Et ces juments donc sont accompagnés de leurs jeunes prépubères. Donc une famille, c'est 4 à 6 individus en moyenne, mais ça peut être moins, comme ça peut être plus. Donc la famille, en fait, va modifier dans sa composition au moment de la puberté des jeunes, qui vont, pour les femelles, soit rejoindre une autre famille, soit pour les mâles, dans la plupart des cas, ils vont rejoindre dans un premier temps un groupe de mâles célibataires. Alors la famille, c'est donc un environnement social très riche et les chevaux donc y bénéficient de relations de longue durée puisqu'elles durent en moyenne jusqu'à la puberté. Donc cela va leur permettre d'acquérir des compétences sociales et cela va permettre également bien sûr de protéger les individus du groupe, notamment à l'égard des prédateurs. Alors, toujours en matière d'éthologie, quelle est la place des relations sociales au sein du budget temps? Donc, je vous rappelle, le budget temps, c'est le pourcentage de temps consacré à chaque comportement, donc par le cheval ou par un groupe de chevaux, sur une donnée donnée, donc sur une durée donnée, pardon. Donc, en général, c'est environ, c'est généralement fait sur 24 heures. Donc là, on a par exemple le budget temps qui a été mesuré sur des chevaux de Przewalski en été. Bon, ça c'est important parce qu'en fonction de la saison, le budget temps peut varier. Donc on voit que la partie la plus importante du comportement est consacrée à l'alimentation, en marchant pas à pas. Et on voit donc que les relations sociales donc, sont représentées par la flèche jaune. Ça fait partie des autres comportements. Et donc on voit que en pourcentage, c'est pas très important, mais en fait, c'est vraiment important en tant que besoin comportemental. Alors, ces relations sociales, elles sont constituées d'interactions positives et négatives qu'on va donc détailler par la suite. Alors, tout d'abord, voilà, c'est un petit peu long à charger parce que les diapos ont beaucoup de photos. Alors, tout d'abord, les interactions négatives, c'est quoi? Bon, les interactions négatives, elles vont être effectuées soit par les chevaux qui vont agresser, donc ce sont des interactions agressives, soit par les chevaux qui vont se soumettre lors de l'agression par les autres chevaux. Donc les interactions agressives, ce sont essentiellement des menaces ou des attaques. Donc essentiellement des morsures ou des menaces de morsure. Les interactions agressives, elles ont été mesurées dans différents troupeaux. Donc par exemple, là, je vous donne un chiffre qui est de moins de 0,1 agression par cheval et par heure.
Donc ça, ce sont dans des troupeaux qui sont bien fixés. Donc c'est relativement peu. Et les interactions de soumission sont en général des interactions, des comportements d'évitement. Donc, en fait, ces interactions négatives, elles vont permettre de mettre en place la hiérarchie au sein du groupe. Et dans une famille, elles sont de type linéaire. Donc, on voit ça représenté sur le petit graphique à gauche. Une interaction linéaire, ça veut dire que si l'individu A domine l'individu B et que l'individu B domine l'individu C, cela voudra dire que A domine C. Alors, les interactions positives, maintenant, on les appelle aussi interactions affiliatives ou amicales. Donc, ce sont notamment les toilettages mutuels. Donc, on voit là sur la photo de gauche. En moyenne, elles ont été mesurées, par exemple, à 0,24 interactions par cheval et par heure. Donc, ces interactions servent à la maintenance ou encore à l'hygiène entre chevaux. Elles permettent de renforcer les liens sociaux et de diminuer les tensions au sein d'un groupe. Les autres interactions positives, ça va aussi être de faire des activités ensemble ou tout simplement d'être proche dans l'espace, d'être à côté. En éthologie, quand on veut mesurer les interactions dans un groupe, on va mesurer en fait les distances entre les chevaux. Et plus elles sont proches, plus les individus sont également proches. Alors les interactions affiliatives, c'est également le jeu. Donc le jeu, on va le voir essentiellement chez les jeunes dans les conditions naturelles ou semi-naturelles, un peu également, mais moins chez les mâles et les hongres. Donc le jeu, ça a des... Enfin, on ne connaît pas exactement encore toutes les fonctions du jeu, mais on sait que ça participe au développement de l'organisme et notamment aux compétences motrices, sociales et cognitives, et ça va permettre donc la constitution du réseau social également permet d'acquérir des comportements, comme par exemple le comportement antiprédateur. Alors, quelle est la place maintenant des relations sociales au sein du bien-être? Donc, je vous ai mis tout d'abord la définition du bien-être, parce que ça, on n'y coupe pas à chaque fois qu'on en parle. Donc, le bien-être, c'est l'état de complète santé mentale et physique de l'animal. Donc, ce qui signifie que l'animal est sensible à la fois physiquement mais mentalement. Et donc, état qui découle de la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux essentiels et de ses capacités à s'adapter à son milieu. Donc là, avec les relations sociales, cela va notamment concerner, enfin essentiellement concerner, tout ce qui est besoins comportementaux. Donc le bien-être, il comporte 4 grands principes que je vous rappelle: alimentation adaptée, hébergement adapté, bonne santé et comportement approprié. Et transversalement à tout ça, la limitation des stress, donc dans ces 4 grands principes. Et donc, en fait, les relations sociales, elles font partie du 4e grand principe, comportement approprié. Donc, ce grand principe va comporter, lui, plusieurs critères. Hein. Donc, à côté des relations sociales, on va avoir les autres comportements spécifiques, comme se rouler, se gratter, la relation à l'homme et la possibilité d'exprimer des relations positives. Donc, on voit bien là que les relations sociales font partie intégrante du bien-être. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi, en fait, il peut y avoir une certaine réticence, donc par certaines personnes, à mettre les chevaux en groupe, et pourquoi ensuite, quels sont les intérêts de la mise en groupe des chevaux. Alors, il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites, hein, dont on retrouve les résultats dans des publications internationales, et en fait, on voit quelles sont les raisons qui sont invoquées par les personnes. Donc, les deux plus importantes, c'est le risque de blessure et les difficultés de nourrir les chevaux individuellement quand ils sont en groupe. Parmi les autres raisons, un petit peu moins importantes, il y a la sécurité des personnes et les difficultés de manipuler les chevaux, notamment pour les chevaux qui travaillent. Hein. Les sortir du groupe, les rentrer dans le groupe, c'est ressenti comme certaines personnes comme difficile et prenant du temps. Mais globalement, dans les troupeaux stables, il y a finalement peu de risques lorsque la hiérarchie est bien installée. Alors maintenant, quels sont les avantages de la mise en groupe des chevaux? Pour les poulains, tout d'abord, c'est important, vous avez pu le voir, pour l'élaboration du répertoire comportemental. Donc le poulain va acquérir un certain nombre de comportements au sein du groupe, à la fois du fait de la hiérarchie et du fait des interactions sociales positives.
Et donc, plusieurs études, dont celle qui est citée là, ont montré que les chevaux qui avaient été en groupe, qui avaient été élevés en groupe, pardon, montraient moins d'agressivité envers les autres chevaux et envers l'homme que ceux qui avaient été privés de contact. Alors maintenant, pour tous les chevaux, la mise en groupe a des intérêts à la fois, par exemple, pour les risques d'expression des stéréotypies, moins de risques d'expression des stéréotypies pour les chevaux qui sont en groupe. Également, là, donc ça va intéresser directement le cavalier ou le meneur ou l'utilisateur du cheval. Les chevaux qui sont en groupe apprennent plus vite et plus facilement. Et ça, c'est valable à la fois pour les poulains et pour les adultes. Ça a été montré notamment pour le débourrage des poulains, donc dans des expérimentations où les poulains ont été débourrés, donc à l'aide de certains, enfin il y a un certain nombre d'activités, de comportements qui ont été mesurés, hein, depuis la simple approche émise du licol jusqu'au premier exercice monté. Et c'est également démontré, ça a été également démontré pour des adultes et notamment pour des étalons. Et donc pour les chevaux en groupe, il y a moins de comportements dangereux, notamment des défenses et des ruades. Donc ça va permettre d'améliorer la performance, si on améliore et si on favorise les apprentissages. Et ça va également permettre d'améliorer la sécurité pour l'homme. On va voir comment faire pour mettre les chevaux en groupe. Quelles sont les précautions à employer? Alors bien sûr, il n'y a pas de règle universelle. On va le voir, hein, parfois ça peut marcher plus ou moins bien en fonction des individus du groupe, mais enfin, il y a un certain nombre de critères à respecter qu'on va voir maintenant. Alors tout d'abord, il faut que l'espace qui est offert aux chevaux soit suffisant et bien aménagé. Alors suffisant en termes de surface et bien aménagé en termes d'organisation de l'espace. Donc ça, ça veut par exemple dire, c'est notamment pour les chevaux dominés, qu'il n'ait pas de risque, qu'il n'y ait pas de passage étroit, par exemple, ou de coin dans lequel ils peuvent se faire coincer et ne pas se sentir en sécurité. Donc ça concerne l'aménagement de l'espace. Alors maintenant, en matière de surface, bien sûr, il n'y a pas de règle universelle, mais on a quand même une petite idée. Donc par exemple, une expérimentation qui avait été faite sur des juments qui étaient en groupe, en attente de la saillie, et où il y avait une toute petite surface par jument, donc dans des paddocks de haute densité, où il y avait à peu près 50 mètres carrés par jument et peu de ressources alimentaires. Donc là, en fait, on voit que le comportement des animaux est fortement perturbé, parce qu'il y a donc disparition de certains comportements, comme se coucher, se rouler, se toiletter mutuellement, et en face de ça, apparition et augmentation de comportements comme la locomotion, donc ça c'est témoin d'un certain stress, et également des interactions agressives qui ont été mesurées aux environs de 2,5 par heure et par jument. Une autre expérimentation a comparé différentes surfaces. Donc là, on était à des surfaces un petit peu plus importantes. Donc jusqu'à 150 mètres carrés, il y a un nombre relativement important d'agressions. De 150 à 300 mètres carrés par cheval, on diminue, et on en a quand même encore. Et à partir de 300 mètres carrés, dans l'expérimentation en question, il n'y a quasiment plus eu d'interaction agressive. Donc là, de fait, la surface de 300 mètres carrés apparaît relativement intéressante. Alors maintenant, il faut également qu'il y ait des ressources en quantité suffisante. Donc par ressources, on entend alimentation, abri, surface disponible pour se coucher. Donc en matière d'alimentation, bien sûr, suffisamment d'aliments et répartis sur suffisamment de postes, de façon à ce que tous les chevaux, y compris les chevaux dominés, puissent y trouver leur compte. Et là, dans ces conditions-là, on observe moins d'interactions négatives et un budget temps qui va se rapprocher plus de celui observé dans les conditions naturelles. Donc c'est la même chose pour la mise à disposition d'eau et la mise à disposition d'une surface de repos suffisante pour que chaque cheval puisse se coucher de façon sécurisée vis-à-vis de l'environnement, également vis-à-vis des autres chevaux. Ce qui est également important, c'est la constitution des groupes. Donc on a vu que la famille est constituée de mâles, de femelles et de jeunes. Et en fait, plus la composition du groupe va se rapprocher de cette composition naturelle, mieux ce sera, bon, bien sûr, mis à part les étalons qu'on ne va pas pouvoir intégrer dans tous les groupes de chevaux. Donc ce qui est important déjà, c'est que les groupes soient stables, donc qu'il y ait le moins possible de modifications à l'intérieur des groupes.
Donc ça a été montré par une expérimentation récente où en fait les chevaux, bien qu'habitués, étaient régulièrement changés de groupe toutes les semaines. Et en fait, donc bien que les interactions soient relativement faibles, il a été mesuré sur ces chevaux un certain niveau de stress. Donc ça veut dire que même habitués, les chevaux sont beaucoup mieux dans un groupe stable. Ensuite, ce qui est important, c'est d'associer les sexes et les âges. Donc, bien sûr, on ne va pas conseiller de mettre un étalon dans chaque groupe, hein, sauf en cas de saillie naturelle. Bon, on va voir quand même qu'on peut faire des choses avec les étalons. Mais ce qui est quand même important, c'est d'associer jument et hongre et de mettre des... donc, même au niveau des poulains, hein, éviter de séparer les sexes des poulains avant la puberté. Également de mettre des adultes avec les jeunes qui vont donc favoriser les apprentissages sociaux. Attention également quand on élève un seul poulain avec sa mère, parce que la mère va être naturellement plus tolérante que les autres chevaux vis-à-vis de son petit. Et donc par conséquent, il apprendra moins facilement les relations et l'établissement de la hiérarchie. Ce qui a été montré également, c'est que la taille des groupes est importante. Et notamment, donc, plus la taille du groupe diminue, plus les taux d'agressivité vont également diminuer. Donc, bon, il y a des tailles de groupes recommandées, mais bon, il ne faut pas non plus faire dans le trop cadré parce que, évidemment, ça peut bloquer, hein, faire un certain nombre de choses. Bon, dans certaines publications, on voit qu'il est recommandé d'avoir des groupes de l'ordre de 4 à 6 chevaux. Donc, comme par hasard, ça correspond à la taille moyenne d'une famille. Mais bien évidemment, le groupe, ça commence à partir de 2 chevaux. Donc ça, c'est très important à dire. Si on n'a pas beaucoup de chevaux, à partir de 2 chevaux, on aura déjà un groupe de constitué. Alors maintenant, ce qui est important également, c'est quelles sont les précautions à prendre quand on va vouloir constituer un groupe ou introduire un cheval dans un groupe. Donc il y a essentiellement 2 cas. Soit on va vouloir mettre 2 chevaux ensemble, soit on va vouloir introduire un cheval dans un groupe. Donc il y a évidemment pas de règle universelle. Il va falloir faire, si possible, progressivement et en observant ce qui se passe et éventuellement en s'adaptant à ce qui va se passer. Donc quand on va mettre 2 chevaux ensemble, donc ça c'est relativement facile parce que chaque cheval va rechercher le contact mutuel et donc là dans la mesure où on a 2 chevaux, ça sera assez exclusif. Donc on essaye tout d'abord de mettre les chevaux dans 2 boxes adjacents avec des contacts si possible plus que des contacts olfactifs, hein, que les chevaux puissent avoir des contacts notamment au niveau de la tête. Donc on va voir ça sur des photos sur la diapo suivante. Ensuite, on va les mettre dans 2 paddocks adjacents, on va pouvoir interagir par l'intermédiaire de la clôture. Et ensuite, on pourra les mettre dans le même paddock. Donc la durée, hein, de ces différentes phases, bon ça va vraiment dépendre de ce qui se passe, hein, au cours des phases précédentes. Alors pour l'introduction d'un cheval dans un groupe, là c'est pareil, il n'y a pas de règle universelle. Bon, il y a une expérience là que je vous ai citée où les auteurs en fait ils ont testé 3 configurations différentes. Donc la configuration 1, ils ont mis le cheval à introduire avec un cheval du futur groupe ensemble pendant 1 à 7 jours dans un paddock voisin de celui du groupe et ils ont introduit les 2 chevaux dans le groupe. Ils ont également mis le cheval tout seul dans un paddock à côté et ils l'ont introduit dans le groupe et ils ont introduit le cheval, ou plutôt ils ont introduit le cheval directement dans le groupe. Bon, ils ont fait différentes mesures comportementales, différentes mesures de stress, hein, avec mesures de cortisol et différents marqueurs de stress et ils ont vu que c'était le cas 1 qui produisait le moins de stress mais pas forcément le moins d'interactions négatives. Donc voilà, le cas 1 dans ce cas de figure-là a provoqué moins de stress au niveau à la fois du cheval introduit et des chevaux du groupe. Donc là, en fait, cette diapo-là va vous présenter un certain nombre de photos. Voilà, donc des exemples d'interactions de chevaux 2 à 2 avant de les mettre ensemble. Des interactions de chevaux par l'intermédiaire d'une clôture. Donc en fait, en général, ce qui se passe, c'est quand on met les chevaux de part et d'autre, ben, ils vont interagir au début et puis après, chacun va partir faire ses activités de son côté. Et puis sur la photo complètement à droite, là, c'est des box qui ont été aménagées spécialement pour favoriser les interactions sociales entre 2 chevaux. Alors maintenant, on a une petite expérience intéressante qui vaut le coup d'être racontée pour des étalons. Donc là, ça a été fait au Haras national suisse d'Avenches, où leur objectif, en fait, c'était de mimer des groupes d'étalons célibataires. Donc en fait, ils ont procédé en 2 étapes. Ils ont tout d'abord mis les étalons dans des box mitoyens pendant 2 semaines. Donc là, on voit qu'on a un système de cloison particulier qui a été aménagé
où en fait il s'agit de barres horizontales qui sont installées à un endroit du box. Et en fait les chevaux peuvent interagir avec leur tête et leur encolure quand ils le souhaitent. C'est-à-dire que s'ils ne souhaitent pas interagir, ils vont dans l'autre partie du box où ils sont protégés de l'autre étalon. Et là en fait donc ils ont fait ça pendant 2 semaines. Donc il y a eu des petites blessures quand même, il faut le dire, essentiellement pas entre chevaux, mais parce que les chevaux se sont frottés au niveau des barres. Donc là, ils sont en train de chercher un système pour améliorer cela. Et ensuite, ils ont mis les chevaux en groupe, à l'extérieur, dans des grands paddocks de 4, donc 4 à 5 étalons, dans une grande pâture de 4 hectares. Donc il y avait de quoi manger et il y avait de quoi bouger. Donc bien entendu, les étalons ont été déferrés. Et les étalons étaient isolés, bien sûr, des juments. Il ne fallait pas qu'il y ait de stimulation supplémentaire et avec une bonne clôture électrique. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'au bout de 3 semaines, le nombre d'interactions négatives, qui était quand même de 20 par étalon et par heure au début, donc vous vous rappelez, au début, même dans les groupes où il y a un certain taux d'agressivité, on est à 2,5 agressions par cheval et par heure. Là, on est donc à 10 fois plus. Mais en fait, au bout de 3 semaines, il n'y en a plus. Et au bout de 3 semaines, on a également une augmentation très intéressante des interactions positives. Et bon, bien sûr, ça a été fait de façon progressive, raisonnée et en favorisant la formation de groupes de 4 à 5 avec des étalons qui s'entendaient déjà bien lorsqu'ils étaient en box 2 à 2. Donc voilà, maintenant on en est arrivé au terme de cette conférence. Donc, ce qu'il faut retenir de cette conférence, c'est que lorsqu'on parle de bien-être, on essaye d'abord de voir ce qui se passe dans les conditions naturelles, puisque ces comportements sont adaptés. Donc, dans les conditions naturelles, les chevaux vivent en groupes sociaux, et donc les relations sociales sont des besoins comportementaux et font partie intégrante du bien-être. Donc, priver un cheval de ses relations sociales, ça va induire un stress, donc plus ou moins important, mais c'est un fait. Ensuite, la mise en groupe des chevaux présente peu de risques, mais bien sûr, il faut qu'elle soit faite de façon progressive et raisonnée, en respectant, comme on l'a vu, les ressources qui sont l'espace, l'aliment, les abris, les zones de repos, en constituant les groupes de façon raisonnée, qu'ils soient le plus stables possible et bien sûr en prenant des précautions lors de l'introduction des nouveaux chevaux. Et dans tous les cas, donc ça s'observe pour le bien-être, hein, quel que soit le critère, on va observer les chevaux. On peut enrichir l'environnement pour améliorer le bien-être, mais c'est pas ça qui va compter le plus. Ce qui va compter le plus, c'est que l'enrichissement de l'environnement entraîne bien une amélioration du bien-être. Et donc pour ça, eh bien c'est l'observation des chevaux qui va nous le dire. Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions, eh bien je vous propose, donc je sais que vous en avez posé déjà un certain nombre. Alors, branchez le son. Oui, bah, est-ce que vous m'entendez? Plus de son. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a des problèmes de connexion, donc moi, chez moi, j'ai du son. Est-ce que ça va? Tout est bon. OK. Donc, vos questions vont m'arriver. Donc, je vais... OK, tout est bon. Super. Décidément, aujourd'hui, on a des petits problèmes. C'est bientôt Noël, mais en fait, c'est pas Noël. Donc, en attendant que les questions arrivent... Non, bah en fait, les questions arrivent. Alors, première question. Que pensez-vous des séparations jument-hongre? Eh bien, en fait, si on suit donc les différentes recommandations qui nous sont faites donc par les scientifiques, eh bien, en fait, c'est beaucoup mieux de mettre les hongres avec les juments. Alors, en fait, on dit que les hongres peuvent avoir des comportements sexuels apparentés. Bon, c'est vrai que bon, moi, dans un troupeau que je connais bien, qui n'est composé que de juments, lorsqu'on met le hongre, effectivement, au départ, ça bouge un petit peu. Et en fait, effectivement, le hongre fait un petit peu le mâle au début. Mais en fait, c'est des comportements tout à fait naturels. Et dans la mesure où la hiérarchie est installée, il y a pas de problème, au contraire. Les comportements vont, dans ce cas-là, avec la présence d'un hongre, ben, vont exprimer
vont exprimer des comportements beaucoup plus naturels que quand il n'y a que des jumeaux. Donc moi, a priori, enfin moi, plutôt les données que les connaissances que je vais transférer issues de la recherche sont effectivement, dans la mesure du possible, ne pas séparer les juments des hongres. Alors bien sûr, il y a toujours des cas particuliers où en fait, il y a des individus qui ne vont pas s'intégrer au groupe, ou effectivement peut-être des juments qui ne vont pas accepter un individu. Parfois, ça peut être très long à ce qu'un groupe ou un troupeau se constitue, hein, parfois plusieurs mois, avant que tous les individus du groupe soient bien intégrés dans le groupe et soient à l'aise. Mais dans la mesure où il n'y a pas de blessure, et effectivement, voilà, c'est bien de mélanger les sexes. Depuis le sevrage. Alors, question numéro 2. Conseillez-vous de déférer les postérieurs lors de l'introduction d'un nouveau cheval? Oui, quand on introduit un cheval dans un groupe, effectivement, c'est conseillé de déférer. Bon, on l'a vu là pour les étalons. Bon, effectivement, alors pour les chevaux qui travaillent, effectivement, ça peut être un petit peu gênant. Oui, c'est une question c'est une précaution très importante de déférer au moins les postérieurs. Après, effectivement, quand on a des chevaux qui s'entendent très bien, qui sont ensemble depuis très longtemps, bon, je connais des chevaux qui sont en groupe et qui sont ferrés, mais c'est une bonne précaution de déférer. Alors, question numéro 3. Vous mentionnez que la vie en groupe améliore les apprentissages. On voit se développer une tendance à travailler les chevaux au sein du troupeau. Avez-vous un avis sur cette pratique? Alors, la tendance à travailler les chevaux au sein d'un troupeau, là, bon, je connais pas bien, hein. Ce qui est sûr, c'est que, enfin, je connais pas bien au sens du travail du cheval monté en tant que tel, hein, préparer sa reprise de dressage au sein du troupeau, par exemple. Là, je connais pas bien. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on a des poulains, bon, c'est très bien de faire les premières approches et les premiers apprentissages avec la mère au sein du troupeau. Même quand on a des chevaux adultes ou préadultes avant le débourrage, et même pour des chevaux qui sont en groupe dans un troupeau et qui sont travaillés, bah, c'est très bien de mettre le lit-de-colle, de mettre la longe, de travailler le cheval à pied, hein, par exemple, au sein du troupeau, apprendre à reculer, apprendre à faire un peu de renforcement positif, apprendre à pousser les épaules, apprendre à pousser les hanches. Ça, à partir du moment où l'homme est connu dans le troupeau et où tous les chevaux s'entendent bien, je pense qu'il n'y a absolument pas de problème à le faire. Bon, moi, je vais vous dire franchement, je le fais avec mes chevaux. Par contre, si on parle de travailler les chevaux, bon là effectivement, il faut très bien connaître les chevaux, et il faut avoir un cavalier qui est parfaitement confirmé et qui sait absolument ce qu'il fait. Donc là, voilà, c'est tout à fait une relation et une pondération entre le cavalier et les chevaux. Bon, il y a des dresseurs connus qui font ça, hein, la famille Pignon, euh, comment il s'appelle, le cavalier qui monte les chevaux en poste-hongroise, là, je n'arrive plus à retrouver son nom, qui commence par un L. Bon, lui, effectivement, il travaille ses chevaux en groupe, il va même en balade avec ses 10 chevaux, et il est monté en poste sur 2 chevaux. Bon, voilà. Mais là, après, attention à la sécurité du cavalier. Question numéro 4. Ah, Lorenzo, merci. C'est absolument le nom que je cherchais. J'étais un petit peu perturbée par les problèmes de connexion et de son. Question numéro 4. Donc, alors, il faut dire aussi que ces gens-là, ils ont élevé leurs chevaux, ils les connaissent depuis tout petit et ils se permettent des choses, hein, que n'importe qui ne peut pas se permettre. Mais bon, travailler ses chevaux à pied dans le troupeau, moi je dis oui, pourquoi pas, bien sûr, si on a une certaine pratique et qu'on fait bien attention à la sécurité. Que pensez-vous de la pratique de regrouper ensemble tous les poulains au sevrage, même classe d'âge? Alors là, tout ça, ça c'est pareil, hein, on a des données au niveau de la science. Ça va bien sûr dépendre du nombre de poulains qu'on a. Regrouper les poulains par âge, si on a beaucoup de poulains. Mais ce qui est vraiment recommandé dans ces cas-là, c'est de mettre un ou plusieurs adultes avec les petits, avec les jeunes. Donc regrouper les mâles et les femelles avant la puberté, oui, et mettre
avec eux un ou plusieurs adultes qui vont leur apprendre la hiérarchie. Et si on a des poulains de différents âges, pourquoi pas aussi les mettre ensemble? Il y a absolument pas de problème dans la mesure où là aussi on aura des adultes, on mettra des adultes avec eux qui vont leur apprendre la hiérarchie. Donc de toute façon, la hiérarchie, elle va s'établir de façon linéaire, on l'a dit, dans une famille. Et en général, c'est par âge, c'est-à-dire que les plus vieux vont dominer les plus vieux, qui vont dominer les plus vieux. Et donc pourquoi pas également les remettre avec leur mère, hein. Ça pose absolument pas de problème si on le fait de façon raisonnée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors question numéro 5, un jeune mâle qui vient d'être castré et qui était seul depuis quelques mois avec d'autres mâles avant, combien de temps attendre avant de pouvoir commencer à le mettre avec une jument? Alors là, je ne vais pas pouvoir vous donner de réponse au jour près, hein, parce que ça va dépendre à la fois de données comportementales et de données physiologiques, et je vais peut-être en oublier. En fait, le comportement de mâle, il est dû à une hormone, la testostérone, qui est sécrétée par les testicules. Donc, quand on va castrer le cheval, il va y avoir encore un certain temps pendant lequel, déjà, il va rester des taux de testostérone circulants, hein, qui vont progressivement diminuer. Et également, en fait, le comportement, on le verra quand on fera les conférences sur les apprentissages, hein, le cheval, il apprend, et donc les comportements, ils sont mémorisés, stockés au niveau du cerveau. Ils vont être exprimés en fonction des différentes conditions environnementales. Et donc là, le cheval, il ne va pas oublier ses comportements de mâle tout de suite, même s'il n'a plus de testostérone. Et même plus tard, on dit que les chevaux castrés tard, ben, ils expriment encore parfois des comportements de mâle, même une fois qu'ils sont castrés. Donc là, dans ces cas-là, moi je dirais qu'il faut y aller progressivement, comme pour l'introduction d'un cheval dans un groupe. C'est-à-dire que je mettrai déjà mon étalon castré, bah, comme on l'a fait, avec un autre cheval, dans un box à côté, dans une clôture à côté. Je le mettrai d'abord avec un rond pour voir ce qui se passe, et puis je le mettrai avec une jument pour voir ce qui se passe. Et puis bah, je le mettrai avec la jument quand il se passera quasiment plus rien, à partir du moment où il n'y aura plus d'interaction de type mâle au niveau dans le box ou au niveau de la clôture. Parce que évidemment, ça peut quand même engendrer des blessures. Étalon qui risque de blesser la jument, mais je dirais aussi surtout jument qui risque de blesser l'étalon si elle n'est pas en chaleur. Et donc moi voilà, j'irai progressivement et ça peut aller très vite, hein. Ça peut être 1 à 2 semaines comme ça peut être plusieurs mois. Alors question numéro 6. Comment agir vis-à-vis d'une jument qui pouliche a perdu sa mère à 2 mois et a été maintenue avec d'autres juments accompagnées de leur poulain avec seulement réaction de refus d'être traitée par l'orpheline? Ah bah là c'est très bien d'avoir fait ce que vous avez fait. En fait, vous n'avez pas séparé la pouliche du groupe. Donc en fait, elle apprend le comportement social. Et donc le risque, c'est de séparer cette pouliche orpheline du groupe et de l'élever toute seule, voire de l'élever avec un seul autre cheval. Et là, elle va pas apprendre. Elle va pas prendre la hiérarchie. Là, elle va apprendre la hiérarchie. Et non, a priori, vous ne devriez pas avoir de problème particulier. Vous la laissez dans le groupe. Et vous faites les approches comme avec les autres poulains et vous la débourrez comme un autre poulain. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de comportement sur cette pouliche-là. Question numéro 7. Ah, pour les chevaux de concours le plus souvent ferrés, avez-vous des recommandations? Connaissez-vous les chaussons à mettre sur les fers? Non, je ne connais pas particulièrement les chaussons à mettre sur les fers. Bon, là, en fait, il faut essayer, hein, et y aller progressivement. Votre cheval de concours, voilà, vous faites comme pour mettre 2 chevaux. Moi, ce que je ferais, j'essaierais éventuellement. Bon, il y a des périodes où il n'y a pas de concours. Donc j'essaierai de le faire à une période où il n'y a pas de concours en déférant mon cheval, voir comment ça se passe. Comme j'ai dit tout à l'heure, bon, à partir du moment où il y a des fers, un seul coup de pied peut quand même être assez catastrophique. Donc le premier essai, j'essaierai de le faire en déférant le cheval à un moment plus propice.
Voilà. Et sinon, je le ferai via le box et via le paddock, en y allant progressivement. Mais je connais pas les chaussons. Mais ça peut être intéressant, hein, effectivement. J'essaierai de me renseigner et de mettre ça dans ma base de biblio si je vois effectivement il y a des choses intéressantes à ce sujet-là. Alors, question 8. Quelle communication faites-vous pour promouvoir les box avec possibilité d'interaction entre les chevaux, ce qui n'est pas d'usage? Quelle communication? En fait, tout d'abord, des communications comme la conférence d'aujourd'hui. En fait, euh, bon, on a pour objectif donc de diffuser toutes les connaissances intéressantes, enfin, moi notamment en matière de bien-être. Donc là, en l'occurrence, la webconférence d'aujourd'hui, c'était notamment pour en parler. On pourra peut-être en parler plus précisément. Également, là, il y a un livre qui va paraître, donc édité par l'IFCE, qui va paraître sur le bien-être du cheval, hein, d'une façon générale. Un bouquin de près de 400 pages sur les 4 grands principes que je vous ai cités tout à l'heure, qui sortira en début d'année. Donc là, il y aura également des choses à ce sujet-là, également toutes les fiches Wikipédia qui vont en parler, également tous les séminaires et conférences qu'on peut faire. Moi également, on communique par l'intermédiaire de la presse spécialisée. Donc récemment, j'ai eu une interview par Cheval Magazine. Bon, on a parlé du bien-être d'une façon générale. Donc voilà, nous on essaye de communiquer tous azimuts, hein, sur ces différents sujets, et notamment les communications au niveau des box. Alors effectivement, ça peut être, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par la simple porte, ça peut être à l'avant des box, souvent au niveau des abreuvoirs, on peut enlever quelques barreaux, ça peut être par les portes, comme on l'a vu tout à l'heure, ou par des cloisons spécialement aménagées. La photo que vous avez vue tout à l'heure où la cloison est coulissante, c'est la société Etonova qui a testé ça sur des chevaux. C'est publié dans un article de la journée de la recherche équine. Donc, vous pourrez le retrouver. Et si vous ne le trouvez pas, vous mettez un mail et je vous l'enverrai. Alors, quelle solution pour gérer la nourriture de manière individuelle? Alors oui, ça effectivement, c'est un des problèmes pour les chevaux en groupe. Donc la solution la meilleure, enfin la plus facile, je dirais. Tous les chevaux n'ont pas besoin de consommer du concentré, notamment certains chevaux d'élevage, certains chevaux de loisirs, même certains chevaux d'enseignement, hein. Donc le foin à volonté, ça c'est très bien. Il n'y a pas besoin de gérer la nourriture au niveau individuel. Il s'agit seulement éventuellement d'adapter en fonction du groupe qu'on a, la qualité du foin, hein, plus ou moins riche ou plus ou moins ligneux, selon qu'on a des chevaux plus ou moins gras. Donc j'ai prévu l'année prochaine notamment une webconférence sur l'obésité et comment la gérer. Alors sinon, dans les systèmes de type écurie active, là, il y a ce qu'on appelle des DAC, distributeurs d'aliments concentrés, distributeurs oui, automatiques de distribution du concentré, où là, les chevaux, ils ont des puces, et effectivement, c'est comme dans les élevages bovins, hein. Ils vont chercher au distributeur et le distributeur va délivrer la quantité d'aliments consommés. Bon voilà, sinon, il y a guère que si vous avez vraiment dans un groupe, soit vous constituez vos groupes de façon à déjà séparer les chevaux qui ont besoin du concentré de ceux qui n'en ont pas besoin. Ensuite, au moment de la distribution du concentré, vous prévoyez une dimension de mangeoire suffisante pour que tout le monde puisse avoir accès au concentré. Vous pouvez éventuellement séparer l'animal dominé à l'aide d'un sas, voire, bon moi je sais que je l'ai fait, mais effectivement ça prend du temps. Si vous avez un animal dominé dans un lot qui a besoin de concentré et pas les autres, vous prenez votre animal au licol avec la longe et vous lui donnez son concentré. Et en fait, c'est très facile d'habituer les autres à pas approcher, hein, en utilisant les techniques de l'apprentissage, mais évidemment, bon, ça va vous demander 10 minutes par jour à nourrir cet animal-là. Voilà, il y a des trucs, mais il n'y a pas la solution miracle. Question numéro 10. Il vaut donc mieux être deux chevaux ensemble dans une grande surface, puis au paddock plus petit dans un deuxième temps, ou peut-on laisser les deux chevaux ensemble uniquement dans les grandes surfaces et de les reséparer au paddock à côté? Je ne comprends pas bien la question. Il vaut mieux être deux chevaux ensemble dans une grande surface, puis au paddock plus petit.
Ah, ah oui, en fait, vous voulez dire que pour mettre les chevaux ensemble, d'abord le faire dans une grande surface. Bon, ça y est, j'ai compris. Bon, en fait, bon, si vous avez, bon, la grande surface, c'était pour les étalons, parce qu'effectivement, l'équipe de recherche suisse s'est dit, ce qui était logique, si j'ai une grande surface avec de l'herbe à manger, bon, le cheval, effectivement, grand gourmand, l'alimentation, ça fait vraiment partie de façon importante à son budget temps, donc ils les ont mis sur de grandes surfaces pour que d'une part, ils puissent fuir si besoin, et d'autre part, ils soient très tentés de manger assez rapidement. Bon, effectivement, les chevaux, plus la surface est grande, mieux ils seront. Bon, par contre, au début, quand on a des chevaux, quand on veut mettre deux chevaux ensemble, c'est quand même mieux d'avoir une surface pas trop grande. Donc, on l'a dit, d'abord passer par le box, après passer par la clôture, et après les mettre dans une surface pas trop grande pour pouvoir éventuellement gérer s'il y a un problème. Parce que si vous mettez deux chevaux tout seuls la première fois dans une surface de 10 hectares, si ça se met à galoper dans tous les sens, vous pouvez avoir un cheval qui va se faire mal. Donc, essayez de respecter une surface, bon, on l'a vu, 300 mètres carrés, c'est minimum, je dirais, pour mettre deux chevaux ensemble au début. Bon, voilà, plusieurs milliers de mètres carrés, 2-3 000 mètres carrés pour mettre deux chevaux ensemble la première fois, c'est pas mal. Après, vous pourrez effectivement les mettre dans une grande pâture. Ok, deux fois la question 10, mais ça j'avais vu. Bon, après, effectivement, quand des chevaux sont très bien ensemble, vous pouvez réduire la taille du paddock. Hein, mais bon, on a des cas, on connaît des cas de chevaux qui sont élevés en groupe, enfin, j'en connais plusieurs, où les chevaux sont élevés en groupe avant de les débourrer, et les éleveurs les mettent en groupe de deux au moment de les rentrer, en box de deux. Parfois, il y a des accidents dans ces cas-là. Donc, il faut quand même faire attention à la réduction trop importante des surfaces. Question numéro 11. Dans votre diapositive sur les ressources, vous conseillez d'avoir suffisamment de postes et une surface de repos suffisante. Vous pouvez donner des repères en termes de surface. Oui, alors effectivement, pour la surface de repos, quand on a un abri, bon ça, je crois pas qu'il y ait d'expérience. Si, il y a des expérimentations qui ont testé ces surfaces. Donc, ce qui ressort de la biblio, c'est un minimum de 7 mètres carrés par cheval, par exemple pour un abri. Donc, l'abri, donc ça, c'est des recommandations, hein, c'est pas du tout réglementaire. L'abri, il va servir à la fois à se protéger des intempéries, mais également à se coucher. Il y a des chercheurs qui ont montré que, en fait, les chevaux dominés, quand il n'y a que cette surface-là, par cheval, eh ben, ils vont jamais rentrer, jamais se coucher. Donc, et en fait, ils se sont rendus compte que quand ils aménageaient, par exemple, deux abris différents ou deux aires de repos différentes, bah, les dominés, ils vont aller se mettre à l'écart des dominants et parfois sur une surface moins confortable. En l'occurrence, on avait là des surfaces de 14 à 20 mètres carrés par cheval. Donc voilà, là c'est encore pareil. Hein. Si on a un abri avec une surface de repos et qu'il y a des chevaux qui rentrent jamais dans l'abri et qu'on voit jamais se reposer, bah là il faut se poser la question et aménager ces surfaces différemment. C'est pareil pour l'alimentation. Si on a un roundballer avec du foin et que tous les chevaux sont autour du roundballer, sauf, bon je dirais, vous avez même un roundballer pour 5 chevaux ou 4 chevaux et il y en a un qui n'est jamais autour du roundballer, et bien ça veut dire qu'il faut vous en mettre deux. Hein, voilà, c'est l'observation des chevaux qui vous dira ce qu'il faut faire. Question numéro 12. Avez-vous des préconisations quant à la surface idéale pour un groupe de 6? Bon, là en fait, il y a des surfaces idéales à la fois pour... ça dépend si vous voulez mettre vos chevaux en regard de la consommation d'herbe, ou si vous voulez mettre vos chevaux en regard du comportement. On l'a vu tout à l'heure, 300 mètres carrés par cheval minimum pour éviter les interactions négatives. Bon, 300 mètres carrés x 6, bon, ça fait 1800 mètres carrés. Bon, moi personnellement, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup pour des chevaux qui vont être en groupe en permanence sur cette surface. Euh, donc, surtout, bon, si... Alors, évidemment, plus vous mettrez de foin, plus vous mettrez de ressources sur la surface, mieux ce sera. Bon, il y a des écuries actives, les écuries actives où la surface par cheval, c'est 100 mètres carrés. Bon, pour 6 chevaux, ça fait 600 mètres carrés. C'est vraiment un petit jardin.
Là, il faut que ce soit très bien aménagé. Bon, il y a des exemples d'écuries actives là qui sont en cours enfin, qui sont déjà installées, où effectivement c'est cette surface de 100 mètres carrés par cheval. Mais bon, là, c'est hyper bien aménagé avec différents postes, avec des chevaux qui sont obligés de marcher pour aller d'un endroit à l'autre. En l'occurrence, il y a des distributeurs automatiques de concentrés. Donc les chevaux sont rationnés et n'auront que la quantité qui leur est adaptée. Il y a des aires pour se rouler, il y a des aires pour s'abriter. Voilà, donc après il faut observer les chevaux et voir ce qui se passe. Bon, mais il est clair que plus on se rapprochera d'une prairie naturelle, voilà, pour 4 à 6 chevaux, et donc si on ne parle pas de la surface nécessaire pour manger, mais à plusieurs hectares, quoi. C'est ce qui leur convient le mieux, parce qu'en plus, ils se déplaceront. À savoir que, bon, je l'ai pas dit dans la webconférence, mais plus la surface est grande, plus le cheval va se déplacer. Et dans un paddock de 2000 mètres carrés, je crois un cheval, il fait 2 km par jour ou 1 km par jour, et dans un paddock de 4 à 5 hectares, il fait 7 à 15 km par jour. Donc plus on se rapprochera de la prairie naturelle, mieux ce sera. Question numéro 13. Selon vous, est-ce que certains chevaux ne sont pas faits pour vivre en groupe et ne seront jamais heureux? Ah, alors ça, ouais, ça c'est la question qui est posée régulièrement. C'est-à-dire du cheval qui a toujours vécu, enfin qui vit depuis 15 ans en boxe, qui n'a jamais été mis en groupe, qui ne sort du box que pour travailler, voire qui a été très mis au paddock. Bon, ces chevaux-là, on nous dit que voilà, quand je mets mon cheval au paddock, il fait des allées-venues le long de la clôture, il n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Les autres chevaux, ils s'en fichent. Donc là, voilà, le problème, là, c'est que le cheval, il a appris, il a vécu dans un environnement pendant un certain nombre d'années, et en fait, le cheval, il s'est fait des repères dans son environnement. Et pour lui, la sécurité, c'est le box. En fait, probablement, quand il est mis dans un paddock, là, déjà, on parle du cheval au paddock tout seul, il n'a pas les repères. À la fois, il peut avoir peur, parce il peut être loin des autres. Dans le paddock, il ne sait pas quoi faire. Bon, surtout si éventuellement il y a pas de foin à manger. Bon, ça va dépendre, en fait, à la fois du fait qu'il est habitué ou pas au paddock, et du fait qu'il est habitué ou pas aux autres chevaux. Donc là, dans ces cas-là, bon, moi je recommanderais d'y aller progressivement. Bon, c'est clair que d'une façon générale, en moyenne, les chevaux, ils sont mieux en groupe et à l'extérieur. Mais effectivement, il y a des individus qui ne peuvent pas s'y habituer du jour au lendemain. Donc, parce ils n'ont pas les repères, et parce que ils sont perdus quand ils sont tout seuls, ils ont peur, l'environnement, ils ne connaissent pas. Donc, à la fois, ils ont peur de cet environnement qui leur est inconnu. Donc, le cheval, la principale motivation, c'est d'abord la sécurité. Donc, effectivement, il demande à rentrer au box. Mais donc là, il faut y aller progressivement, le mettre avec un copain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un box côte à côte, dans des paddocks côte à côte, et après, il pourra être peut-être réintroduit en groupe, mais peut-être pas. Hein, là, ça va dépendre de l'individu. Donc là, encore observer. Question numéro 14. Quels sont les marqueurs de stress qui peuvent être mesurés, à part le cortisol sanguin? Alors, les marqueurs de stress, bon, il y a des marqueurs comportementaux et des marqueurs physiologiques. Donc le comportement, c'est ce qui est le plus facile à mesurer pour quelqu'un qui ne travaille pas dans la recherche. Hein. Bon, de toute façon, le cortisol sanguin, oui, c'est un marqueur de stress qui est intéressant à mesurer, mais ça ne peut être utilisé qu'au niveau de la recherche, parce que il faut que le cheval soit dans un environnement bien calibré, avec des activités très stables. Donc ça, c'est difficile à faire. Donc en fait, les marqueurs comportementaux et quelques marqueurs de santé. Bon, je vais vous en citer quelques-uns. Donc la modification du budget temps, par exemple. Un cheval qui va moins manger, qui va plus se déplacer, qui va moins se reposer, ça c'est des marqueurs de stress. C'est global sur une journée. Par contre, on a des marqueurs de stress qui sont immédiats. Hein. C'est tout ce qui est signe d'alerte. Le cheval qui va être en posture d'alerte, contracté, en colure haute, yeux grands ouverts, naseaux dilatés.
Tout ce qui est vocalisation, ça c'est des comportements qui manifestent le stress. Vous avez également tout ce qui est mimique faciale. Bon, enfin, on vous fera des webconférences à ce sujet-là. Les oreilles en arrière, de même les yeux grands ouverts, la contraction soit au niveau des mimiques faciales, soit au niveau des postures. Tout ça, c'est des signes de stress. Et vous avez également des signes physiologiques, un rythme cardiaque accéléré. Donc ça, il faut savoir mesurer le rythme cardiaque, mais bon, on peut le faire avec notamment avec des bracelets qui sont utilisés au niveau de l'endurance, mais bon, avec un stéthoscope bien sûr. Et vous allez avoir également la respiration qui va être accélérée. Donc ça c'est des marqueurs de stress. Euh, donc le comportement, de toute façon, un cheval qui a un problème de bien-être, on verra les effets déjà au niveau du comportement. On les verra après sur les marqueurs physiologiques et on les verra en toute fin sur la santé. C'est quand même assez robuste la santé. Donc le comportement est le premier indicateur qu'on va voir. D'où l'intérêt de connaître ces chevaux et de les observer. Et que la moindre modification du comportement alerte le détenteur sur il y a peut-être un problème. Question numéro 15. Pouvez-vous repréciser la référence de l'étude qui montre que plus la surface dispo est importante, plus les déplacements sont importants? Oui, tout à fait. Alors, vous la précisez, je ne l'ai pas en tête là. Donc, je vais voir avec Frédéric, mon assistante au bréviaire, éventuellement, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter si Frédéric pense que c'est la meilleure solution, je vais rajouter ce résultat-là au niveau des diapos et je mettrai la référence biblio parce que là, j'avoue que je ne l'ai pas en tête. De toute façon, ce sera dans le bouquin sur le bien-être qui paraîtra en début d'année. Voilà. Oui, oui, je le rajouterai sur la diapo, tout à fait. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? A priori, il n'y a plus de questions, mais c'est déjà bien, on a déjà bien discuté ensemble. Donc, on va terminer sur les diapos finales. Voilà, vous avez des informations et des fiches Wikipédia, notamment sur la mise en groupe. Il y a une fiche Wikipédia que j'ai faite il y a quelques semaines, qui suit à peu près le plan d'exposé. Donc, vous avez également les prochaines conférences de l'IFCE, notamment la conférence sur l'élevage qui a lieu fin janvier, où je vais parler du bien-être à l'élevage. Donc, ces conférences-là, elles sont retransmises dans un certain nombre de sites IFCE, donc en région. Donc, je vous invite à vous y joindre si vous êtes intéressé. Il y a également tout un certain nombre de conférences sur l'élevage en général. La journée de la recherche équine, où il y aura également des conférences sur le bien-être, un petit peu moins la journée référence. Et la journée éthologie qui a lieu le 18 mai à Saumur, où là encore, il y aura un certain nombre de conférences sur le bien-être. Le DVD, le guide éthologie, le guide sur les apprentissages, et donc très prochainement, le livre sur le bien-être du cheval. Et je vous propose également de nous rejoindre sur notre blog IFCE que nous suivons avec notre collègue, où vous avez régulièrement des informations scientifiques en direct donc sur le comportement et le bien-être du cheval. Voilà, donc voilà, vous avez sur cette dernière diapositive la façon dont vous pourrez télécharger la dernière diapo, donc qui vous explique comment télécharger le document. Sinon, vous pourrez le récupérer sur le site, je le répète, à partir de votre invitation ou dans quelques jours, à partir donc du site de l'IFCE en direct. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre présence nombreuse aujourd'hui, pour toutes les questions que vous avez posées. J'espère vous retrouver à l'occasion de mes futures conférences et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, à bientôt et au revoir à tout le monde.